c'est fait. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette avant-dernière présentation de la journée de webinaire avec Philippe Lermy, à qui maintenant je donne la parole tout de suite pour ne surtout pas prendre du temps sur son temps de parole. Et bien évidemment, je reste à l'écoute de l'intervention tout au long de l'intervention. S'il y a des questions que je pourrais, auxquelles il faudrait que je réponde, ben, je suis bien sûr là. Et sinon, à toi la parole, Philippe. Ok, bonjour à tous. Donc, je vais parler des corrélations sur le Forex. Souvent, je vois que les corrélations sont très mal utilisées. Les professionnels ne l'utilisent pas de cette façon. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'utilisation et de mauvaise utilisation. On va parler de ça. Voilà, je vais essayer de ne pas dépasser moi aussi. Donc voilà, je passe l'écran. Alors, l'avertissement, je ne le fais pas, tu as averti les gens. Attends, excuse-moi. Comment je pense que tu as averti les gens des risques, évidemment. Oui, exact, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, on va définir ce qu'est une corrélation. On va parler corrélation et causalité, parce que les gens font souvent cette erreur. Je vais vous montrer quelques corrélations. Les plus typiques qu'on regarde, Eurodoll, S&P 500, Eurodoll, dollar index. Et donc, on va voir que celles qui marchent, celles qui ne marchent pas. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Comment on va regarder celles qui sont suivies par les institutionnels. Puis bon, je vous parlerai peut-être rapidement, si j'ai le champ, dans la formation individuelle sur le trading du Forex. Bon, je ne sais pas si j'aurai trop de temps, on verra ça. En tout cas, les gens peuvent me contacter, tu diras. Voilà, alors, il y a différents types de corrélations, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Déjà, en fait, une corrélation, qu'est-ce que c'est? Ça sert à mesurer la force de la relation entre deux variables et la direction, je dirais, de l'association à ces deux variables. Donc, la question, c'est dans quelle mesure les deux variables tendent à évoluer ensemble. En pratique, ça veut dire quoi? Vous le voyez sur le graphe en haut à gauche. Normalement, on arrive à faire une droite affine Y à X plus B. Donc, en fait, c'est une analyse de régression linéaire. On essaie de transformer tous les points sous forme d'une ligne. Donc, on va essayer de minimiser, si vous voulez, en faisant une régression, les carrés des écarts des points qui sont représentatifs à cette droite. Donc, en droite affine, on a deux constantes. À X plus B, on a la constante A et B, on a une variable X qui est reliée du coup grâce à cette relation à Y. Donc, vous vous en rappelez. Donc, il y a en fait plusieurs méthodes de calculer les formules de calcul de corrélation. Donc, pour ceux qui veulent chercher plus, il y a la corrélation de Pearson, il y a celle de Spearman. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, normalement, la corrélation, elle est bornée, elle varie entre -1 et +1. Donc, un actif, moins 100%, plus 100%. Donc, un actif qui est corrélé à plus 100%, ça veut dire que quand X1 monte, Y1 monte. Alors, pas forcément la même amplitude, puisqu'on l'a dit, il y a un coefficient directeur AX plus B, une ordonnée à l'origine B. Donc, ça veut dire quand l'un monte, l'autre monte. Et quand on a un coefficient de -1, ça veut dire que la droite, c'est Y égale -AX plus B. Donc, quand il y en a un qui monte, l'autre descend, mais pas forcément de la même amplitude en valeur absolue. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est qu'il y a des corrélations qui sont faibles. C'est le graphe en bas à gauche, c'est-à-dire que là, il y a un coefficient de corrélation de 0,3. En fait, les points, on sent on pourrait dessiner une ligne, mais bon, voilà, si les points sont assez dispersés. Et puis, on a le cas, alors, qu'est-ce qu'une corrélation? À partir de quand on estime qu'une corrélation est faible? Je vais le dire inverse, à partir de quand on considère qu'elle est forte, c'est quand elle est au-dessus de 0,6. Là, je parle pour les traders, parce que bon, les mathématiciens, ils peuvent peut-être estimer une autre valeur. Voilà, à partir de 0,6, on considère qu'elle commence à être significative et qu'il faut la surveiller. Alors, en haut à droite, vous avez le cas où il n'y a pas de corrélation. Donc, il y a une corrélation qui est nulle. Donc, il y a un nuage de points. On ne peut pas dessiner de droite. On n'arrive pas à la dessiner. On ne peut pas faire donc une régression linéaire. Mais il ne faut pas oublier, et c'est le graphe en bas à droite, que les corrélations ne sont pas forcément linéaires.
C'est ce que vous avez en bas à droite. Donc là, on va en parler un petit peu après parce qu'en réalité, elles ne sont pas linéaires. Hein, et donc, ça, il faut en avoir conscience. Hein. Donc voilà, parce que là, si on regarde le graphe en bas à droite, bah, les coefficients de Pearson et de Spearman, ils sont tous deux proches de 0. Hein. Donc ça, c'est à prendre en compte. Hein. Donc là, on va parler aussi de l'erreur la plus courante que je vois en trading, c'est l'amalgame entre corrélation et causalité. Donc là, je vous ai mis 3 cas. Donc là, en haut à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit des sous-vêtements féminins. Et puis, on voit que la taille des sous… Alors, je n'ai pas depuis 2006, hein, vous m'excuserez. Mais on voit que depuis le XVIIIe siècle, la taille des sous-vêtements féminins tend à diminuer. Donc, on pourrait se dire qu'il y a une corrélation entre le réchauffement climatique, hein, on est au courant du réchauffement climatique, et la taille des sous-vêtements féminins. Donc, quand vous réfléchissez, ça paraît absurde. Vous savez très bien que ce n'est pas dû à ça, mais que c'est dû à la mode. Hein. Celui d'en bas, c'est pareil. On va le voir, donc on va spécifier de plus en plus. Vous avez, ça c'est un site qui montre ce qu'on appelle les spurious correlations, c'est-à-dire les corrélations, je vais dire, un peu bizarres. Hein. Qu'est-ce que c'est? En rouge, vous avez le lancement des vols spatiaux non commerciaux dans le monde, en rouge. Et en bas, vous avez le nombre de doctorats en sociologie qui ont été attribués aux USA. Vous vous doutez bien qu'entre les vols non commerciaux et les doctorats, il n'y a aucun rapport. Donc là, je suis en train de vous dire quoi? Qu'il peut y avoir deux courbes qui se suivent et qui n'ont absolument aucun rapport. Ça s'appelle du hasard. Hein. Je veux dire, tout le monde parmi nous est rentré de vacances en voiture, je dirais, de Marseille à Paris, et vous êtes sur l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, vous sortez de l'autoroute parce qu'il y a des bouchons, et celui qui est devant vous, il sort de l'autoroute. Il tourne à gauche, vous tournez à gauche. Vous faites 10 km, il tourne à droite, vous tournez à droite. Après, il tourne à gauche, vous tournez à gauche, à droite, machin. Vous n'êtes même pas à 5 minutes de chez vous. Puis là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de rentrer chez moi. Et puis 500 mètres avant chez vous, il tourne à gauche et vous allez chez vous. Ça, c'est un pur hasard. Les hasards, ça existe et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Donc la première chose qu'il faut faire quand on regarde de courbe, c'est de se demander si c'est un hasard ou pas. Il doit y avoir une relation réelle. Ce n'est pas parce que vous voyez une corrélation de 99%, je veux dire, sur le graphe, qu'elle est réelle. Il doit y avoir des flux réels. C'est les flux réels hein, qui font bouger les marchés. Ce n'est pas des trucs dans le vide. Et si les gens, d'un seul coup, ils achètent massivement, les institutionnels ou ils vendent massivement, c'est qu'il y a une raison réelle. Donc ça, c'est la première chose à vous dire. Je vais vous citer après là, des exemples de corrélation réelle. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Le petit à droite, il est dans l'avion avec sa maman. Hein, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il dit à sa maman? J'aimerais bien qu'ils arrêtent d'allumer aussi souvent la lumière, attachez votre ceinture, parce qu'à chaque fois que le commandant de bord le fait, ça remue. Donc, il a fait une erreur entre corrélation et causalité, c'est-à-dire qu'il est en train de dire c'est à cause du fait que le pilote appuie sur le bouton que l'avion remue. Et vous vous doutez bien vous le voyez souvent, des fois façon seatbelt qui s'allume et l'avion il ne bouge pas du tout. Parce que par précaution, suivant le commandant de bord, il y en a un qui va l'allumer alors qu'il voit son radar météo, il n'y a quasiment rien. Puis il y en a d'autres qui vont l'allumer, je veux dire, très rarement, quoi. Donc en fait, voilà, il n'y a pas une vraie cause entre le fait que le pilote allume le bouton attacher vos ceintures et que le fait que l'avion bouge. Hein. Alors évidemment, je veux dire, il y a un rapport, puisque lui, il ne le fait pas dans le vide, mais en fait, il n'y a pas une corrélation. Hein. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand vous regardez deux courbes qui se suivent, il faut se poser la question pourquoi elles se suivent. Alors, regardez, avant de vous en donner des exemples, regardez, là, un exemple de corrélation que j'entends souvent, c'est l'Eurodoll et le S&P 500. Historiquement, hein, je parle sur très long terme, la corrélation entre le S&P 500 et l'Eurodoll, elle est relativement modeste. Moi, je la dirais de 0,40. Alors là, vous voyez sur le graphe, on voit 0,88, mais le 0,88, il dépend de la période que je mets. Là, j'ai mis 20 jours, mais c'est comme toutes les moyennes, etc. Je peux la changer assez fortement.
hein. Mais ce qu'on voit, c'est que par exemple, vous voyez l'eurodoll en orange, le S&P 500 en violet, hein, donc depuis le 24 novembre 2017. Qu'est-ce qu'on voit là en mars 2018? L'eurodoll, il chute énormément. Vous voyez bien que le S&P 500, il monte. Donc la corrélation, elle est plutôt inverse. Enfin, on voit qu'il n'y a même pas de corrélation parce qu'il baisse, il s'arrête, alors que l'autre, il a tendance à faire d'abord un zigzag, je dirais un trading range, et puis après, il monte. Hein. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui est propre à l'euro, qui s'appelle des élections générales anticipées en Italie. Alors, pas celle qu'on vient de voir le 26 septembre dernier, hein. Ça, c'était en mars 2018. Donc, à cette époque, ça faisait énormément peur au marché. Pourquoi? Les institutionnels, parce que donc c'était pareil, enfin, il n'y avait pas Giorgia Meloni, mais il y avait Di Maio et Salvini, Matteo Salvini qui est au gouvernement actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient même à avoir des discours anti-européens. Hein, donc, ils ne voulaient pas respecter les critères de Maastricht. Ils ne voulaient pas. La Commission européenne les menaçait de pénalités s'ils ne respectaient pas. Et eux, ils disaient, je ne vais pas payer pénalité. Donc, vous comprenez bien que c'est un phénomène propre à l'euro. Quand vous regardez deux courbes, S&P 500 et Eurodoll, vous êtes en train de dire comme s'il n'y avait que ces deux choses, qu'il n'y avait que les actions du S&P 500 qui feraient bouger l'Eurodoll. Mais non, il y a plein d'autres choses. Et il y a avant tout des problèmes européens. Hein. Donc là, vous voyez que ça continue. En deux, vous avez l'Eurodoll qui descend tout doucement, le S&P, lui, qui monte. Hein. Donc, on pourrait se dire, là, c'est corrélation inverse. Là, on a l'apparition du Covid. Qu'est-ce qui se passe? Le S&P 500, il chute fortement dès le départ, alors que l'eurodoll, il commence à monter très fortement parce qu'il y a une différentielle de taux, la capacité de la Fed à baisser ses taux beaucoup plus forte que la BCE. C'est ça qui a fait que l'eurodoll a monté d'abord. Et après, c'est l'effet valeur refuge qui a joué. Donc, vous avez eu un contre-mouvement sur l'eurodoll que vous n'avez pas eu sur le S&P 500. Là, vous voyez que qu'est-ce qui se passe à partir de février, mi-2021, l'eurodoll, il commence à se baisser et que ça s'accélère à partir de février 2022, puisqu'il y a la guerre en Ukraine et l'Ukraine, c'est quand même à nos portes et puis ça peut être un problème s'il y a une invasion des pays de l'OTAN. Hein. Et vous voyez que le S&P 500, lui, il est en train de faire sa vie, il baisse aussi, mais pour d'autres raisons, mais nous aussi, on a baissé aussi pour des raisons qui s'appellent la Fed. Donc, vous voyez que là, il y a une remontée en 5 du S&P 500, on la voit pas vraiment. On la voit peut-être ici, en tout cas, là, on la voit pas. Donc, après, quand vous regardez le graphe, le camembert à droite que je vous ai mis, qui vient de Goldman Sachs, hein, de la recherche des banques que j'ai, qu'est-ce qu'on vous dit? Que c'est les ventes internationales pour le S&P 500, les sociétés du S&P 500, ça représente 28% des revenus des sociétés du S&P 500, les ventes internationales. L'Europe, si on comprend, si on inclut le Royaume-Uni, l'Europe de l'Est, ça fait 6%. Hein. Sinon, c'est 3%. Donc, je veux dire, voilà, c'est pas le truc le plus important. Je veux dire, il n'y a pas énormément, en réalité, de flux, par exemple, d'investisseurs américains côté Europe. Voilà, c'est que ça. Je veux dire, parce que les gérants, ils reproduisent plus ou moins. Je veux dire, hein, même si ça, c'est que les revenus des sociétés, mais on voit que, voilà, l'impact de ce qui se passe, en Europe, c'est je veux dire, c'est moins grave vu du côté américain. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on voit que sur le long terme, il y a des moments, si vous avez suivi en tant que, je veux dire, vous avez acheté à des moments, je veux dire, ici, par exemple, vous avez vu que le S&P 500 monte, vous avez acheté l'eurodoll, vous avez tout faux. Hein. Je veux dire, vous avez tout faux. À long terme, la corrélation, elle est plus que mauvaise. Hein. Enfin, elle est assez mauvaise. Donc, c'est pas, je ne dis pas qu'on ne regarde pas, mais si vous voulez, moi, je ne vais pas prendre une décision d'achat ou de vente de l'eurodoll à cause du fait que le S&P 500, il monte ou il baisse, parce que ça peut être tout simplement une raison propre à l'indice. S'il y a un poids lourd de l'indice, une entreprise poids lourd l'indice qui représente une des plus grosses capitalisations de l'indice qui sort des bénéfices super élevés, il y a l'indice qui risque de monter. Ouais, mais ça ne change rien pour l'Europe. Je veux dire, c'est un phénomène américain. Hein.
Donc voilà, ça c'est la première que j'ai vue. La deuxième que j'ai souvent vue, c'est ça. Hein. On vous parle du dollar index et on va utiliser le dollar index pour regarder l'évolution de l'eurodoll. Donc là, je vous l'ai mis carrément en 5 minutes. Hein. Donc ce matin, l'eurodoll en orange et le dollar index en rouge. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, la corrélation, elle est formidable. Hein. Alors, je l'ai inversé le dollar index. Vous voyez l'échelle de gauche. Plus on descend, plus la valeur du dollar index monte. J'ai fait exprès puisque dans la paire Eurodoll, le dollar est à droite de la paire de devises. On voit que la corrélation, elle est monstrueuse. Elle est proche de -1, la corrélation inverse. Donc, vous vous dites, bah, ça, c'est super génial. Mais réfléchissez, il y a un gros problème quand on fait ça. Ben, c'est qu'en réalité, là, vous voyez en haut à gauche, le dollar index, c'est un indice qui a été créé par la Fed à l'origine en 1973. Les banques centrales, quand elles surveillent une monnaie en fonction d'un panier de monnaie autre que la leur, je dis un panier de devises, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'import, l'export, pour essayer de deviner si la monnaie, si le pays, la monnaie de leur pays, la monnaie locale se renforce ou s'affaiblit. C'est exactement ce que fait la BCE aussi. Hein. La BCE, elle regarde plusieurs euro-index, je dirais. Elle regarde ce qu'on appelle un euro-NIR, Nominal Effective Exchange Rate. Donc, évidemment, le dollar dans l'euro NIR, il est assez important. Pourquoi? Il y a énormément de flux en dollars, on paye le pétrole en dollars, il y a énormément de fournisseurs en dollars. Donc, je veux dire, globalement, il est évident qu'il est important, mais il n'y a pas que l'euro-doll dans l'euro NIR. Hein. Donc là, le problème de ça, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de regarder quelque chose. D'abord, les flux commerciaux, ils changent chaque année. Hein. Je veux dire, là, regardez tous les flux commerciaux avec la Russie, ils se sont arrêtés brutalement. Donc, ça veut dire qu'il faut recalculer. Si vous avez du rouble russe et dans l'euro NIR, il y en avait, eh ben, vous êtes obligé de quasiment le supprimer. Hein. Donc, ça, c'est une chose. Mais avant tout, ce que je voulais dire, pourquoi la corrélation euro-dollar et dollar index, elle est énorme? Tout simplement parce que vous avez 57,6% d'euros. Donc, quand vous regardez vous prenez comme prise de décision le dollar index qui monte, vous vendez l'eurodoll, il baisse, vous achetez l'eurodoll. En réalité, c'est comme si vous étiez un petit chiot qui se regarde dans la glace et qui est en train d'attaquer le chiot qu'il voit dans la glace. Donc, en fait, c'est évident que la corrélation étant très forte, ça veut dire le dollar index a monté, je dis n'importe quoi, de 10 pips, l'eurodoll, il a baissé de 10 pips. En fait, au moment où vous achetez, c'est déjà fait de l'autre côté. Enfin, je veux dire, au moment où vous avez vu que ça a monté sur le dollar index, quand vous vendez, vous avez vendu déjà au plus bas. Hein. Donc, première erreur, c'est quand une corrélation elle est très forte, c'est instantané. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas la jouer. Hein. Déjà, ça serait plus intelligent de prendre pour essayer de deviner si l'eurodoll il bouge, je veux dire, l'eurodoll il bouge à cause du dollar, mais pas à cause de lui à 57,6%. Les professionnels, ils utilisent le Bloomberg Dollar Index. Hein. Le Bloomberg Dollar Index, c'est donc Bloomberg qui calcule l'indice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change les poids de la composition de l'indice. Il a déjà plus de devises que le dollar index. Hein. Il a notamment, par exemple, le yuan chinois qui monte, il a la roupie indienne, il a le won coréen que vous ne voyez pas sur le camembert. Et par exemple, donc il va changer au 31 décembre 2022, il change à chaque fois à la fin de l'année. Bloomberg recalcule en fonction du commerce international, comme je vous disais. Et là, sur le Bloomberg Dollar Index, l'eurodoll, il fait 32%. Hein. Le yen, il fait 32,65. Le yen, il fait 14,64. Et vous voyez, la troisième devise, c'est le CAD, donc ce qui est dollar CAD, 11,94%. Vous voyez, et là, ce n'est pas du tout le cas, puisque le CAD, il fait 9, vous voyez. Le yen est 13, on a un peu la même chose. Et le sterling, ils mettent 11,9 et eux, ils ont à 11,49. Mais je veux dire, c'est surtout l'euro qui est beaucoup plus petit. Et vous avez une devise qui s'appelle le dollar yuan qui monte énormément. Là, qu'est-ce que je vous ai mis? En fait, ce serait plus intelligent d'utiliser les vrais flux
Là, je vous ai mis les dernières statistiques qui sortent tous les 3 ans de la Banque centrale, des banques centrales. Hein. Donc là, c'est des flux hyper exhaustifs. Il y a plus de 2000 banques dans le monde qui ont été interrogées. Donc, on a tout le mois d'avril 2022 pour savoir les volumes qu'ils font. Hein. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez bon, que la part, hein, comment des paires de devises. Donc, vous voyez que l'eurodoll, c'est les couleurs saumon, hein, parce qu'en bleu, c'est 2019. Vous voyez que l'eurodoll, il est dans 22,7% des échanges. Le dollar yen, il est dans 13,5%. Le câble, le dollar, enfin GBP USD, mais ils l'ont mis dans l'autre sens, 9,5%. Et qu'après, la vraie quatrième paire de devises, c'est le dollar yuan avec 6,6%, hein, qui passe devant le dollar CAD et le dollar suisse. Donc en fait, c'est ces poids qu'il faudrait prendre pour calculer, parce qu'eux, ils correspondent aux vrais flux et pas qu'au commerce international, parce que dans les flux, vous avez les hedge funds, vous avez les mutual funds, hein, qui eux aussi font des flux. Donc là, c'est plus exhaustif. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? Eh ben, au lieu de prendre un truc qui se regarde dans le miroir, ben, c'est de créer, attendez, excusez-moi, je n'ai pas tapé au bon endroit, c'est de créer, ben, je vais vous montrer juste après, un indice custom. Hein. Donc, je fais juste une petite parenthèse. Hein, donc, je fais des formations que des cours particuliers, hein, donc en ligne uniquement. Il n'y a pas de préenregistré. Vous avez des questions, je vous réponds. Je vous explique comment fonctionnent les banques centrales, les fonds souverains, les hedge funds. Donc, bon, je connais bien un petit peu tout ce monde, hein, puisque j'ai travaillé, j'étais chef trader d'une banque centrale. Comment je vous explique ce que font les multinationales. Eux, ils sont des contraintes. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne traitent pas forcément, alors je parle des devises, hein, qui ne traitent pas forcément pour des raisons uniquement, enfin de raisons de spéculation. Hein. Et donc, ils vont passer des ordres, ben, pas forcément, ils vont des fois vendre au plus bas, acheter au plus haut, parce qu'ils sont obligés, ils ont des contraintes. Hein. Quand vous êtes obligé d'acheter du matériel parce que vous allez construire, par exemple, une centrale nucléaire, ben, vous n'êtes pas forcément en train de, si le matériel est payé en dollars, vous êtes en train peut-être de vendre l'eurodoll au plus bas. Hein. Et votre but, c'est un but industriel, ce n'est pas un but de spéculation. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens, le marché d'échange, c'est comme pour le poids lourd qui transporte des liquides inflammables. Eh ben, il n'a pas le choix. Le gars, il est obligé d'aller sur l'autoroute, c'est un passage obligé, il est obligé de payer le droit, le péage. Hein. Lui, il aimerait bien passer dans les petites routes, dans les villages, mais c'est interdit. Hein. Donc, je suis en train de vous dire quoi? Voilà, le marché d'échange, c'est avant tout un marché où on échange, hein, et pas forcément où on spécule. Il n'y a pas que des spéculateurs, et il y en a qui sont gros, hein, je veux dire. Il ne faut pas nous oublier. Donc, moi, je vous explique tout ça, comment les gros fonctionnent. Je vous donne accès à la recherche des banques, comment les gérants raisonnent, parce qu'ils utilisent la recherche. Recherche, ça ne veut pas forcément dire à 10 ans, hein. C'est aussi de l'intraday. Tous les matins, moi, j'ai plein de choses et en temps réel. Là, il y a un chiffre qui est sorti juste à 16 heures. Ça y est, j'ai des comptes rendus et même avant, j'avais des scénarios pour le trader. Donc, c'est le genre de trucs qu'on peut trader. Tout ça, moi, je vous l'explique. Les chiffres économiques, ça se trade. Hein. Voyez l'eurodoll, la montée qu'il a fait, etc. Il y a des deals à faire, hein, je veux dire. Voilà. Et puis, voilà. Bon, je passe. Ceux qui veulent voir des deals à plus long terme avec les options, ça, je leur explique. Bon, je continue. Le dollar index, ben, vous créez vous-même votre dollar index custom. Hein, donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire, alors là, il faudrait que je corrige les points. J'ai fait un dollar index dans lequel il n'y a pas un gramme d'eurodoll. Donc là, vous avez l'eurodoll en tick par tick, donc tout à l'heure à 14h30 en haut, et vous avez en bas mon dollar index. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a du câble GBP-USD, du dollar yen, il y a de l'AUD-USD, il y a du dollar CNH. Vous voyez? Donc après, vous vous arrêtez au bout d'un moment, il y a du dollar CAD, vous prenez les plus grosses, hein, je veux dire, vous n'allez pas prendre tout, et puis vous mettez une pondération. Et donc le mieux, c'est de mettre la pondération des flux réels que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont calculés en avril 2022. Ben, regardez ce que vous voyez, c'est qu'on voit bien qu'il y a une petite… Alors j'ai inversé, parce que normalement la courbe en dollars, elle devrait baisser. J'ai fait exprès pour qu'elle soit dans le même sens que l'eurodoll. Ben, vous voyez que ben, le problème, c'est que là, quand il commence à monter, alors là, peut-être il est indicateur, parce que là, vous voyez, ça monte. Donc, vous pouvez en profiter. Mais là,
je veux dire, il y a des endroits ici, ça s'accélère. Hein. Alors, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de chiffre là tout à l'heure, vraiment qu'ils aient expliqué ça à 14h30, ça s'accélère, enfin un peu plus de 14h30. Ben, regardez, ça s'accélère exactement au même moment. Quand est-ce qu'il s'arrête? Ben, quasiment au même moment. Donc, si vous, et là, il baisse moins, donc si vous disiez, ah ben, je ne vends pas, je veux dire, vous avez acheté ici, vous n'avez pas vendu, ben, vous risquez de vous faire avoir. Je veux dire, je suis en train de vous dire, regardez, là, ça commence à baisser, mais exactement au même moment. Hein. Alors, l'amplitude, ça ne veut rien dire, hein, parce qu'un écran, il ne faut pas oublier, là, la barre horizontale, je la monte, je la baisse. Je veux dire, ça se trouve, lui, il bouge moins que lui. Hein. Je veux dire, ce n'est pas parce que là, la courbe est plus aplatie que vous dites, tiens, là, je vais gagner plus. Mais vous voyez que ce n'est pas évident, les pics, ils arrivent exactement au même moment. Là, regardez, je n'ai pas du tout l'indication de la hausse. Hein. Là aussi, je ne l'ai pas vraiment. Enfin, là, lui, il continue, mais lui, il baisse. Peut-être que c'est une idée de stratégie, il faut backtester. En tout cas, ce n'est pas si évident. Je suis en train de vous dire quoi? Ben, de toute façon, là, moi, je l'ai entendu souvent. L'idée, c'est quoi? Mais moi, je l'ai eu quand j'étais débutant, c'est de trouver le truc qui est le plus corrélé possible. Hein. Et puis, par contre, le truc, il est bien gentil, c'est qu'il me laisse le temps de passer un ordre. Hein. En fait, il est un petit peu en avance. Mais ça n'existe plus, ça. Enfin, je veux dire, on est dans des moyens électroniques. Vous vous doutez bien que s'il y a un hedge fund, il voit qu'il y a un indice qui sort et qui monte toujours 10 secondes avant l'eurodoll, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un système d'arbitrage hein, en programmation, en low latency, et puis il le fait. Donc, du coup, ça s'auto-réalise. Je veux dire, ça, c'est le rêve, c'est de dire, ah ben, le truc, il va me laisser gentiment le temps d'acheter. Tiens, il se retourne, il me laisse gentiment le temps de vendre. Non, je veux dire, les corrélations, ça ne marche pas comme ça. C'est instantané, hein, en fait. Et puis, alors, l'autre erreur que j'entends, hein, ben, qu'est-ce que c'est? C'est se dire, de dire, ah ben tiens, le truc, qu'est-ce qui va me donner? J'attends qu'il se décorrèle hein, pour prendre une position. Et puis, du coup, quand il va se recorréler, ben là, je vais gagner. Alors, réfléchissez. Souvent, je donne ça comme exemple. Je suis Alain et moi, on est tous les deux en voiture, on est côte à côte. Hein. Il n'y en a pas un qui est 1 centimètre devant l'autre. On est vraiment parallèles. On accélère tous les deux à la même allure. On arrive à 100 km/h, on est complètement corrélé. Il n'y a pas un qui est 1 centimètre devant l'autre. D'un seul coup, Alain, il décide d'accélérer. Moi, je reste à 100 km/h stabilisé. Lui, il accélère pendant 500 mètres. Et puis après, il se remet à 100 km/h. Donc, à un moment, il s'est décorrélé avec moi. Et puis maintenant, il est à 100 km/h. Je suis à 100 km/h. On est corrélé. Sauf que lui, il est 500 mètres devant. Okay. C'est-à-dire, si rien ne change, c'est bien lui qui arrivera avant moi pour qu'on se retrouve côte à côte au centimètre près. Il faut que soit lui, il ralentisse pendant un certain moment, hein, et qu'à un moment où j'arrive côte à côte avec lui, ben là, il se remet à 100 km/h. En fait, ça veut dire quoi? Il fait une corrélation inverse pendant un moment, après on se recorrèle, ou alors c'est moi, lui, il reste à 100 km/h et moi, j'accélère pour arriver à ses côtés. Donc, en fait, s'il y a une décorrélation, vous êtes en train de me dire, il faut une C'est une corrélation situation inverse. normale. J'ai une voiture plus puissante que toi, Philippe. Il faut pas m'en vouloir. Oui, mais tu n'as pas d'essence. Non, mais OK. Non, mais donc, la balle partout. Partout. Comment je suis en train de dire, attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a des décorrélations qui restent. Hein. Je veux dire, voilà, c'est tout. Il y a des décorrélations qui restent tout le temps. Enfin, ça se décorrèle, ça se recorrèle. Ça ne veut pas dire qu'il il faut une corrélation inverse pour que vous arriviez à clôturer votre deal. Hein. Donc ça, c'est l'erreur souvent que j'ai vue. Et en fait, ça ne s'utilise pas comme ça, les corrélations. Hein. Donc voilà. Alors regardez, déjà, il faut prendre conscience d'un truc. Là, tout à l'heure, j'ai pris donc sur Reuters. Là, j'ai mis les corrélations à un an. Alors, j'ai fait exprès, je vous ai mis l'euro, enfin les devises, là, principales à gauche. Et donc, c'est les corrélations à un an. J'ai mis le S&P 500, Nasdaq, Eurostoxx, FTSE, DAX et CAC 40. Ah ben, alors là, les couleurs, ça veut un peu rien dire. Hein, et c'est pas moi qui les choisis, c'est eux. Moi, j'ai mis 0,60 parce que là, moins 0,60 et plus 0,60 parce que la corrélation est forte. Quand elle est au-dessus de 0,60 ou inférieure à moins 0,60, hein, quand elle est inverse. Ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur un an,
vous avez l'euro-dollar qui a une corrélation à moins 0,44. Bon, si vous voulez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'elle soit inférieure à moins 0,60 pour que j'en tienne compte. Hein. Elle est pas, ça veut dire qu'il y a quand même une tendance, donc le S&P monte, l'euro-dollar a tendance à monter. Vous voyez, ben, ça fait corrélation inverse. Ben, de toute façon, si vous réfléchissez, regardez, sur un an, enfin surtout globalement, bon d'accord, le S&P 500, il a globalement baissé, mais il a quand même remonté. L'eurodoll, lui, il n'a pas arrêté de baisser hein, globalement. Ce n'est pas la petite hausse qu'on a eue là depuis 0,95. Lui, il a plus souvent baissé. Donc du coup, il m'affiche une corrélation inverse. Et même, on l'a vu tout à l'heure, avant le début de l'année, avant la guerre en Ukraine, l'eurodoll il était beaucoup plus haut. Donc, du coup, c'est normal, il m'affiche une corrélation inverse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le FTSE, l'eurodoll, regarde, le yen, il s'en fout comme de l'an 40. Oui, 0,11, 0,29. Hein, bon, le truc, on a l'impression, à part là, avec le dollar CAD, bizarre, mais on a l'impression que le FTSE, il est un petit peu insensible à tout. Bon, les roast beef, ils font jamais comme les autres. Hein, et puis ils ont leurs petits problèmes internes, hein, donc il y a ça aussi qui joue. Mais on voit que, voilà, et que la corrélation, par exemple, du CAC, eh ben, elle est un peu plus faible que celle du DAX, et puis elle est encore plus faible que celle du S&P 500. Et là, je les ai mis en bas à un mois. Eh ben, là, regardez ça. Alors, les corrélations, vous voyez, se sont encore plus inversées. Hein, elles sont encore plus fortes. Mais en réalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que ces corrélations sont réelles? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez, par exemple, l'inflation qui sort nettement plus faible que prévu aux USA, hein, comme le 10 novembre dernier, et que bah, finalement, vous avez le S&P 500 qui vous fait un plus 5,49%, l'eurodoll qui se fait, je ne sais plus combien, 140 pips le premier jour et largement plus de 100 le lendemain, ben, en fait, tous les deux, ils ne sont pas ensemble. Tous les deux, ils chiffrent quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, vous avez l'impression d'avoir une corrélation. Alors, comme je vous ai dit, soit c'est du hasard, et là, dans ce cas, c'est quoi? Ben, c'est tous les deux, ils suivent quelque chose d'externe. Hein. Ils sont en train de suivre quoi? Eh ben, le fait que si l'inflation, enfin, commence à sensiblement ralentir, eh ben, ils se disent, chouette, la Fed, elle ne va pas monter, elle va commencer à ralentir ses hausses de taux, elle va peut-être même faire une pause sur ses taux d'intérêt. Là, c'est la fête au village. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Les actions, eh ben, du coup, les gens ne vont pas avoir des crédits plus élevés, donc ils vont quand même pouvoir acheter un smartphone à crédit, une voiture à crédit, tout ce que vous voulez. Donc moi, pour société du S&P, pour Apple, tout ce que vous voulez, hein, Tesla, eh ben, les gars, il y a des clients qui vont acheter, donc les actions montent. Hein. Et puis côté Eurodoll, eh ben, ça devient de moins en moins intéressant de placer en dollars, puisque finalement, la hausse des taux va s'arrêter, les placements sont moins bien, donc bah, je n'ai pas intérêt, donc l'eurodoll il monte. Hein. Donc je suis en train de vous dire, les deux, vous avez l'impression qu'ils sont corrélés, mais ils ne sont pas corrélés. En fait, ils sont en train de suivre tous les deux la même chose. Ça veut dire qu'un jour, vous avez Alcoa, qui est la première qui sort ses résultats, qui sont super bons, etc. S&P 500, ben, l'eurodoll, il s'en fout, lui. Et là, d'un seul coup, vous voyez une décorrélation. Hein. Il ne faut pas résumer un actif juste à un mouvement avec un autre actif. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Je veux dire, donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et comme je vous montre, c'est que les corrélations changent avec le temps. Donc là, par exemple, à droite, je vous ai mis une corrélation qui est bonne dans le temps, hein, qui est la couronne norvégienne. Et je vous ai mis le contrat Brent. Hein, ce n'est pas le WTI, on n'est pas aux USA, hein, on est en Europe. Donc, c'est le Brent qu'il faut prendre. On voit bien qu'il y a quelque chose. Hein. Je vous ai mis le Brent le dollar NOK en orange et je vous ai mis le Brent, le premier contrat, la première échéance, en violet. Vous voyez que quand il y a une baisse par exemple, du Brent, il y a une tendance à la baisse du dollar NOK, bon, il se fait des pics. Là, il monte, bah, lui, il monte nettement plus. Hein. Bon, puis après, il commence à stagner, lui, il monte tout encore. Bon, là, on pourrait dire il a exagéré, mais il y a une corrélation. Là, il y a un mouvement, c'est peut-être un mouvement, je ne sais pas, de taux d'intérêt, un phénomène particulier, mais vous voyez que là aussi, vous avez un mouvement énorme que vous n'avez pas ici. Hein. Là, ça monte de façon énorme le Brent, et puis là, ça monte à peine. Là, ça chute énorme. Bon, on dirait, vous pourriez en profiter, hein, ça chute énorme, vous vendez, puis là, vous gagnez.
Mais regardez, là, par exemple, il monte, vous achetez, et ben, vous avez tout faux. Là, vous avez perdu. Hein. Vous voyez qu'il monte le Brent, vous achetez, ça monte à peine. Si vous anticipiez plus de hausse, vous vous retrouvez en perte. Et puis là, en ce moment, ben, c'est carrément corrélation complètement inverse. Donc, comment il faut utiliser ce genre de choses? Eh ben, de se dire que s'il y a une corrélation inverse, ben, la préoccupation des traders professionnels, c'est pas ça. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Le market mover, ce n'est pas le cours du Brent à court terme pour la paire dollar-NOK, là, depuis quelques temps. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, de toute façon, c'est évident que si vous avez, par exemple, une réunion de l'OPEP ou quelque chose comme ça, quelque chose sur le pétrole, les prix de plafond d'un seul coup qui arrivent en vigueur, etc., là, d'un seul coup, ça devient le focus. Et après, on passe à autre chose. Hein, je veux dire, en fait, il n'y a pas qu'un seul market mover dans tous les actifs, il y en a plein. Donc, les traders, ils passent leur temps constamment d'un actif à un autre. Et donc, vous, là, vous pouvez vous dire quoi? Si vous voyez que c'est très corrélé, ah, c'est le sujet, je cherche des news là-dessus actuellement. Hein. Et puis, si vous voyez que c'est décorrélé, ce n'est pas le sujet, alors pourquoi elle bouge pour autre chose? Et vous essayez de comprendre. Et après, soit vous avez compris, vous dites, ah tiens, c'est excessif, là, le $NOK, il a trop monté, ben, je le vends parce que je trouve que la hausse, elle est trop excessive par rapport à ce que j'ai lu comme news. Hein. Ou à l'inverse, tiens, ils ont vraiment raison, je veux dire, ben, je prends la position dans le même sens. Hein. Mais on ne traite pas qu'avec les graphes. Si vous tradez qu'avec les graphes, vous allez perdre. Les graphes, c'est des résultats du passé, ce n'est pas des résultats du futur. C'est comme si vous étiez en train de conduire votre voiture, toujours en train de regarder en rétro. Hein. Un jour, ça va aller mal. Je veux dire, il faut regarder dans le rétro hein, quand vous conduisez en voiture, mais c'est 10% du temps, ce n'est pas 100%. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Hein. Donc, voilà, les traders pros, ils ne passent pas leur vie à regarder, ils regardent les graphes, ils sont courants, mais ils ne passent pas leur vie à faire de l'analyse technique. Hein. Donc, voilà, regardez les corrélations qui marchent super mieux. Hein. Eh ben, à gauche, je vous ai mis quoi? L'eurodoll et je vous ai mis le spread de taux, hein, donc la différence entre le taux d'une obligation 10 ans allemande, le Bund, moins le taux d'une obligation 10 ans américaine. Eh bien, regardez, alors évidemment, j'ai des zones qui, vous voyez, ligne droite, c'est normal, hein, parce que quand c'est férié, quand c'est… parce que les traders obligataires, eux, ils ne traitent pas la nuit. Hein, je veux dire, ils ne traitent pas la nuit, donc enfin, c'est américain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Il ne faut pas oublier que le trading des obligations, ce n'est pas principalement les contrats futurs. Là, j'ai mis obligations. J'aurais dû mettre les contrats futurs. Les contrats futurs, ça peut coter 23 heures sur 24. Les obligations, c'est de l'OTC. Donc, le trader, comment je dirais, anglais qui traite par exemple du Bund ou français qui traite du Bund, le soir, il est à la soupe avec mes mères. Hein. Il n'est pas en train de trader. Lui, il a tradé toute la journée, fatigué, il ne trade pas à 22 heures. Hein. Donc, je veux dire, c'est pour ça que vous avez des zones d'arrêt, etc. Là. Et vous voyez que globalement, ça suit. Hein. Je veux dire, il y a une assez forte corrélation. Regardez maintenant, je vous le montre avec un pas de temps qui est complètement différent. Je vous l'ai mis sur 5 ans, là, hein, 2017-2022. Ben, vous voyez qu'à des moments, même si là, en graphe Orly, il y a une très très forte corrélation, ben vous voyez que là, par exemple, il y a carrément une corrélation inverse en 3. Hein. Bon, en 1, c'est pareil, hein, je veux dire, vous avez une corrélation inverse. Alors, je vous ai… oui, j'ai inversé la courbe pour qu'elle aille dans le même sens, hein, parce que moins 2,6, moins 2,4, c'est supérieur à moins 2,6. Alors, elle est négative parce que les taux d'intérêt américains sont supérieurs aux taux d'intérêt allemands. Hein, c'est pour ça. Hein. Une obligation américaine, le taux 10 ans, il est 1,75% plus élevé que l'obligation allemande. Là, regardez, la corrélation est complètement inverse. Je vous l'avais dit, là, c'est quoi? Mars 2018, c'est les élections italiennes. Hein. Donc, ça, j'en parlerai un petit peu après. Vous voyez qu'il y a des moments où ça se… Là, regardez encore, 4, corrélation inverse. Hein. Donc, alors que quand on regarde à court terme, c'est vrai. C'est-à-dire que les corrélations, si vous allez mettre plusieurs pas de temps, ben à des moments, vous allez voir des super corrélations, puis des moments, vous allez voir que ben, ça s'écarte. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, hein, imaginez, je ne sais pas, là, ben, déjà, vous auriez eu tout faux. Là, vous auriez acheté ici, hein, ben, vous avez faux. Donc, je veux dire, vous avez tout faux. Hein. Là, si vous aviez acheté parce que le spread y montait, ben, ça baisse, vous avez perdu.
Là, si vous avez acheté, vous pouvez, mais même là, regardez, il monte, et puis lui, il ne monte pas vraiment ici. Donc là, vous avez encore perdu. Alors bon, peut-être qu'il fallait vendre, mais je veux dire, de toute façon, s'il y a un croisement et que là, il n'y a pas de croisement, c'est que la corrélation s'est inversée. Donc, les corrélations, il faut faire attention. Je vous ai montré avec le graphe avant, c'est instable. C'est tout le temps instable. Donc, des fois, elles se renforcent, des fois, elles disparaissent, elles apparaissent, suivant les événements. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais en 1998, donc août 98, il y a les vieux comme Alain, ils s'en rappellent, la crise asiatique. Qu'est-ce qui se passe août 98? Moi, j'étais à New York. J'étais aux côtés d'un trader arbitragiste. En 98, il n'y avait pas d'euro, il y avait du franc. Donc, le mec, il faisait un arbitrage, donc le Mark Paris, donc Deutsche Mark franc, un Mark Paris. Il faisait le Mark Yen, donc DEM JPY/JPY, Mark Yen, et le dollar yen. Okay, et ben donc il n'arrêtait pas, c'était une machine. 98, c'était à la mano, alors que maintenant c'est les systèmes des algos. Donc lui, il le faisait à la mano, je ne pouvais même pas lui parler, tellement que le mec, c'est un travail d'abruti, parce qu'à la fin, je pense qu'il a mal au doigt, il a des tendinites. Donc voilà. Donc, mais c'était la cash machine de la salle, c'était HSBC New York. Donc le gars, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il commence à y avoir des problèmes en Asie. Tous les gars, ils ont investi en Asie, puis en fait, ils se sont fait berner, ils ont acheté des placements foireux, parce qu'à cette époque, on se disait, le relais de croissance, c'est l'Asie qui va croître. Donc, tous les gars, ils avaient investi à fond. On commence à voir qu'il y a eu des investissements foireux. D'un seul coup, je le vois quoi? Sur son écran, tac, en haut à droite, qu'est-ce qu'il met? Dow Jones. La corrélation entre le Dow Jones et, par exemple, le dollar mark apparaît parce que lui, il est institutionnel, il fait de la taille et que d'un seul coup, il surveille. Après, ça se passe mieux. Pof, un matin, il enlève le Dow Jones, la corrélation disparaît. Il ne faut pas oublier que même derrière des algos, il y a des hommes. La façon de constituer l'algo, ça dépend de la façon dont ils pensent. Et que les algos, ça peut changer les paramètres. Donc, ce qui était vrai un jour donné peut être faux quelques temps plus tard. Donc, les corrélations, c'est instable. En fait, les gens, dans les corrélations, ils cherchent le Graal, l'indicateur qui vous dit « Allez, attends, vas-y, achète, je te laisse le temps d'acheter. » Et il est perpétuel. Il va tout le temps gagner. Ben non, ça ne marche pas. Alors, là, regardez, les corrélations surveillées, une des deux corrélations surveillées, une autre corrélation qui est très surveillée par les professionnels, c'est ça. C'est l'eurodoll et le spread de taux non plus avec le Bund et les US Treasuries, mais avec le BTP, c'est-à-dire les obligations 10 ans italiennes, le Bund. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une mesure pour les institutionnels de je dirais, la solidité de l'euro. Ne pas oublier que vous avez d'un seul coup un poids lourd qui sort en l'Angleterre, et comme je vous disais, en avril 2018, en mars 2018, ici, vous avez des élections italiennes qui met en avant deux personnages, Di Maio et Salvini, qui ne sont pas vraiment pro-euro. Donc, vous dites, ça y est, j'ai l'Angleterre qui s'est barrée. Il reste la France et l'Allemagne. Le troisième, l'Italie, va se barrer. Là, c'est la mort de l'euro. Donc, le spread de taux, regardez, c'est à droite, vous le voyez. Eh ben, Italie, Italie-Bund, Italie-Allemagne, eh ben, il chute. Ça vous fait entraîner l'eurodoll. Alors, il a chuté beaucoup plus fort. Je veux dire, mais la raison de la baisse de l'eurodoll, c'est ça. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'en 1, ça devient faux. Le spread, alors, vous voyez, là, il est inversé aussi. Je l'ai inversé. Le spread diminue, donc ça veut dire que la tension diminue. Quand la courbe violette baisse sur le spread, ça veut dire que le taux de l'obligation italienne est nettement plus fort d'un seul coup que le taux de l'obligation allemande. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance dans l'Italie, parce que vous aviez des promesses de campagne qui étaient absolument intenables. Ce qui s'est passé en mars 2018 en Italie, c'est exactement ce qui s'est passé récemment en septembre avec l'Angleterre et Liz Truss, qui vous promet la lune sans avoir le financement derrière. Les banques, elles calculent quand vous avez des promesses de campagne. Et puis, elles vous disent c'est intenable. C'est pour ça que le taux des gilts, ils ont explosé. C'est parce que les calculs des promesses de campagne prouvaient que ce n'était pas possible.
on ne pouvait pas émettre autant d'obligations qu'ils voulaient. C'était 220 milliards par an, enfin pendant 2 ans, 3 ans. Ils savaient très bien, les banques, que le marché ne va pas absorber une taille comme ça sur les obligations anglaises, les gilts. Donc là, si vous voulez, c'était la même chose. Ils ont promis la Lune. C'est la tendance des gouvernements populistes. Hein. Ils ont promis la Lune. Et donc, le Rodolphe s'est cassé la gueule. Et là, c'est en question, hein, je t'en rappelle, Alain, c'était l'euro va-t-il survivre, hein. Et donc, en fait, vous voyez, c'est ça. Puis après, regardez, ça se calme. Donc après, le marché, il passe à autre chose. Là, vous voyez que ça se calme, mais pourtant, l'euro, bah, il devrait remonter. Ben non, il y a autre chose qui est en train de déprimer l'euro, voilà, qui n'est pas la même chose. Voyez. Et puis là, vous voyez que ça remonte, etc. Vous voyez que ça a tendance à suivre. Et là, on voit en quoi? Ben, en ce moment, ben, ça va pas mal. Là, en fait, les élections italiennes qui sont arrivées en septembre, ben, ça s'est nettement mieux passé, paradoxalement, alors qu'il n'y a jamais eu un gouvernement plus à droite qu'actuellement, pire qu'en mars 2018, mais il y a une grosse différence, c'est que Giorgia Meloni a dit qu'elle respecterait les institutions européennes. Okay, et ben ça a rassuré les marchés. Donc vous avez le prix de taux qui diminue, hein, et donc on voit que donc, le taux de l'obligation italienne diminue en relatif par rapport au taux de l'obligation allemande. Ça aide la montée de l'euro. Hein, ce que je veux dire. Vous voyez le graphe de gauche, hein, comme je l'ai dit, en plus court. Vous voyez qu'il y a une corrélation, je veux dire, hein, et que c'est un souci de la BCE. Le 15 juin dernier, si tu te rappelles bien, Alain, eh ben, il y a la BCE qui a décidé d'un meeting d'urgence. Pourquoi? Parce que vous aviez le spread de taux qui explosait. Donc ça ne lui plaisait pas du tout parce qu'elle se doutait qu'il allait y avoir une dislocation sur les marchés. Donc le fait qu'elle a annoncé qu'elle allait faire un outil anti-fragmentation, hein, en urgence, la BCE, ça fait remonter le spread de taux. Vous voyez, ça a un peu supporté l'euro, etc. Puis là, le marché, alors qu'on a été quasiment aussi bas après, pendant les élections italiennes, ben, le marché, c'est bon, maintenant, il s'en fout. Hein. Donc, enfin, il s'en fout, je dirais, il est calmé, puisque c'est moins que, on n'est pas au pire qu'on a eu avant, là, en juin et au début des élections italiennes. Hein. Donc, je suis en train de vous dire quoi? Ben, je suis en train de vous dire que ben, maintenant, ça va mieux, parce que ce qui se passe, c'est que ça aide l'euro, ça. Vous voyez, je veux dire, ça, moi, je le surveille. Je veux dire, alors je vous dis, c'est un des éléments que je surveille. Et attention, les corrélations, c'est, comme je vous ai dit, c'est pas constant. Et ça ne suffit pas de regarder uniquement une corrélation, deux corrélations. Il faut essayer de comprendre. Alors, une qui est super importante, mais. Top 10, Oui, vas-y. 10 minutes, Oui, 16h50. une qui est super importante, qui préoccupe surtout les gérants actions, etc. Hein, tu as dû entendre, il te parle de la courbe de taux, l'inversion de la courbe de taux. En fait, on prend le spread de taux entre une obligation 10 ans américaine moins une obligation 2 ans américaine. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, vous voyez la courbe, c'est le spread, il est à gauche. Hein, vous voyez, donc là, il n'est pas en inversé. Si le chiffre est négatif, ça veut dire que le taux de l'obligation 2 ans, il est supérieur au taux de l'obligation 10 ans. Et ça, ce n'est pas normal. Hein. Plus on prête longtemps, normalement, plus le taux d'intérêt il est cher, parce que pour deux raisons, parce que plus vous allez subir l'inflation, hein, vous investissez dans une obligation 10 ans, bah, si l'inflation monte pendant 10 ans, ça vous fait plus mal que si vous achetez une obligation 2 ans et que l'inflation ne monte que pendant 2 ans. Donc déjà, mécaniquement, à cause de l'inflation, normalement, le taux d'une obligation 10 ans, il devrait être supérieur à une 2 ans. Et puis, il y a aussi le fait que si vous prêtez plus longtemps, moi, si je prête plus longtemps à Alain, je n'ai pas confiance. Si je lui prête 5 minutes, il va peut-être me rendre mon fric. Je veux dire, donc je suis en train de vous dire, voilà, ça joue. Donc théoriquement, une obligation 10 ans, le taux est plus élevé qu'une 2 ans. Et là, c'est l'inverse. Le marché, alors je vais corriger. Pourquoi le marché s'en préoccupe? Parce que la Fed en parle. Il ne faut pas oublier que les marchés, ils évoluent beaucoup à cause des taux directeurs qui vont définir les taux des obligations et qui vont définir eh ben, si ça vaut le coup d'investir dans une devise ou dans une autre, si les sociétés vont avoir des coûts de crédit de trésorerie qui vont être plus forts ou plus faibles, hein, si les gens vont pouvoir prendre des crédits plus facilement pour acheter une voiture ou des crédits revolving, les taux, ça touche tout, ça touche les emprunteurs et les épargnants. Et donc, je suis en train de vous dire quoi? La Fed avait remarqué que quand la courbe passe en négatif, en dessous de la ligne violette pointillée, eh ben, peu de temps après, c'est ce que j'ai mis en gris, vous avez une récession. Hein.
Alors, le Covid, je le mets à part parce qu'on se doute bien que la récession, on ne pouvait pas la prévoir du tout et que le Covid, c'est un truc médical, ce n'est pas un truc financier. Hein. Alors que la crise de 2008, ici, la bulle des dot-com, c'est du financier, hein, ce que je veux dire. Hein. Donc, ça joue. D'ailleurs, la crise de 98, ben, on la voit, elle est à peu près par là, quoi. Je dirais, elle n'est pas là quand même. Hein. Elle est par là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que quand la courbe passe en négatif, et ben, quelques temps après, vous avez une récession. Hein. Là, vous avez une récession ici, la courbe elle est passée en négatif ici, là elle est passée ici en négatif, récession, négatif, récession. Donc, qu'est-ce qui a été remarqué? Ben voilà, c'est que c'est précurseur d'une récession. C'est ce qu'a dit la Fed, hein, qu'elle avait remarqué. En fait, là, la courbe 2 ans, 10 ans, les 6 dernières fois qu'elle s'est inversée, donc là vous en voyez 4, et ben, il y a une récession qui a suivi en moyenne les 18 mois après. La plus rapide est arrivée 6 mois après, la plus lente 36 mois après. Après, qu'est-ce qu'ils regardent aussi, les professionnels? C'est la même courbe, enfin presque la même, c'est les T-bills 3 ans et les T-notes 10 ans, vous voyez, donc en bleu. Et là, apparemment, elle est plus fiable parce que depuis 1950, elle a prévenu toutes les récessions, sauf une seule fois. Hein. Le spread de taux 3 mois 10 ans, donc quand il s'est inversé, donc en fait, la récession est arrivée entre 1 an et 1 an et demi après. Et il y en a une, même, ça a été, c'est plutôt 1 an et demi en général, et il y en a une, c'est 2 trimestres après. Hein. Donc, ce que je veux dire, là, on a une inversion, vous la voyez en bas à droite, qui a commencé donc en octobre. Donc, si on prenait au plus court, ça ferait une récession aux États-Unis en mars. Là, moi, je vous ai mis l'eurodoll. Donc, vous voyez, il y a un peu une corrélation quand même. Quand elle s'inverse, l'eurodoll descend. Quand elle monte, il monte. Vous voyez, il y a quand même une relative corrélation. Hein. Je veux dire, là, dernièrement, il n'y a pas. Regardez, l'eurodoll, il monte, et ce n'est pas ça qui le préoccupe, puisque lui, il monte. Donc, on a vu, il y avait d'autres trucs, hein, les spreads de taux l'Italie qui baisse. Hein. Donc, ce qu'on peut en conclure avec cette courbe, c'est que ce n'est pas tout de suite, au mieux, c'est dans 2 trimestres. Si la 3 mois, 10 ans a l'air d'être la plus fiable, en fait, on ne peut pas dire, ce n'est pas parce que c'est plus inversé que vous aurez une récession plus forte. Hein, ce n'est pas parce que le pic est plus bas que vous aurez une récession plus forte. Ça ne veut rien dire, ça. Hein, ça ne nous indique pas la sévérité. Et ça vous indique qu'il va y en avoir une, mais on ne sait pas trop la date d'apparition. Donc, le marché, il se fait peur avec ça. Hein. Plus d'une fois, il en a parlé. Et comme je vous ai dit, pourquoi? Eh ben, les membres de la Fed en ont parlé. Donc, les gars, ils se disent, la Fed le regarde. Donc, ça veut dire qu'elle va agir sur les taux en fonction de ça. Voilà. Puis, bon, je lui dis, soit elle va agir ou pas sur les taux, mais voilà, c'est ça qui compte. Hein. Voilà. Bah, écoute, j'ai terminé. Tu as vu, moi, je suis dans les temps. Hein. Ah, c'est impressionnant. J'ai eu peur tout à l'heure. Je ne savais Surtout pas le pour nombre de toi. slides. Je ne savais pas le nombre de slides qu'il y avait. Alors, une question, vos systèmes de trading sont uniquement disponibles sur MultiCharts et pas NanoTrader. Donc, quelque part, nous avons fait, il y a récemment un webinaire avec Philippe sur la programmation de MultiCharts, justement. Donc, moi, j'apporterai comme complément qu'on peut travailler avec MultiCharts chez Self-Invest. Maintenant, je pense qu'effectivement, la réponse, c'est les systèmes de trading de Philippe ne sont disponibles que sur MultiCharts. En fait, c'est du C#. Hein. Donc, le mec qui a Ninja, il peut, mais par exemple, mais je veux dire, en fait, c'est C# derrière. Après, il faut voir la connexion API entre NanoTrader et MultiCharts, hein, parce que MultiCharts, en fait, on peut la connecter dans la réalité avec n'importe quelle plateforme de trading. Il suffit que la plateforme fournisse une API. Hein. Donc, ça, moi, c'est à discuter avec toi, la façon dont on se connecte. Vous voyez, c'est l'avantage de MultiCharts, c'est quoi? C'est que on réinvente pas la roue, c'est-à-dire que c'est du langage programmation Microsoft, donc c'est votre imagination qui va vous limiter. Moi, j'aide les gens quand ils font ma formation de programmation de système, je les aide à faire un petit peu leur bout de code. Bon, l'idéal, c'est qu'ils aient commencé à faire des petits cours de C# en général pour qu'on aille plus loin, mais le but, moi, c'est surtout de leur apprendre ce qu'on peut faire. Et puis, c'est surtout adapté à la finance, c'est pour faire des systèmes. Hein. Donc, parce qu'il y a des différences hein, quand vous codez
pour faire une application sur votre téléphone avec C# ou quand vous codez un site web ou voilà, un système, comment passer les ordres, comment vérifier à quel cours ils ont été faits, calculer en temps réel le PNL sur plusieurs positions en même temps et donc vous pouvez avoir un stop loss général, hein, vous avez un stop loss particulier, mais vous pouvez aussi avoir un stop loss général en programmation. Vous pouvez empêcher, vous voyez que il y a une absence de cotation pendant un moment avec votre courtier, ben vous pouvez empêcher qu'il envoie des trades, vous pouvez faire plein de choses, hein, je veux dire, mais voilà, vous pouvez faire, comme je vous dis, des indices. Vous voyez, regardez-moi ce que je peux faire, on peut capter le bid et le as, on peut capter la taille au bid et au as, et puis on peut faire un système avec ça. Hein, essayer de faire un système, vous pouvez faire aussi bien du court, mais attention, hein, vous aurez des limitations techniques, vous n'avez pas une connexion Internet d'un hedge fund, etc. Mais vous pouvez faire des systèmes relativement courts. Moi, regarde, je donne des formations sur les chiffres économiques, comment on les trade, ben, je l'ai carrément fait en système. Pourquoi? Je vois une stratégie à l'œil, je me dis ça a l'air de marcher, j'essaye de la coder, quand je l'ai codée, ben, je la backteste. Et comme ça, j'arrive à dire ça marche 7 fois sur 10, ça marche 5 fois sur 10, ça craint, parce que ça veut dire que 5 fois sur 10, ça ne marche pas. Hein. Combien de fois le ratio win-loss, c'est-à-dire combien je gagne en moyenne, combien je perds en moyenne, comme on avait vu, vous regarderez le webinaire qu'on avait fait. Mais moi, ça me donne une certitude. Et puis aussi l'avantage, il y a un chiffre qui sort, pof, il traite 4-5 paires de devises en même temps, je ne peux pas le faire. À la mano, tout seul, je ne peux pas. Hein, je veux dire, lui, il trade, des fois, il avait boum, boum, j'ai même pas le temps de voir. Alors, soit c'est un gain, soit c'est une perte. Mais je veux dire, j'ai déjà eu des gains en même pas une seconde, quoi, que j'aurais jamais fait à la main, hein, je veux dire. Donc ça, c'est gros avantage. Et l'autre avantage, c'est que ça, vous prenez du recul. Ça vous évite de flipper à fond. Vous vous dites, le truc, il est en train de surveiller, il gère, il est backtesté, donc statistiquement parlant, ça devrait marcher. Voilà, c'est pas du pifomètre. Hein. C'est pas juste, il y a un gars qui m'a dit que ça marchait, mais en fait, il m'a dit du pipeau. Voilà, vous savez que ça, statistiquement, vous avez fait des tests. Voilà, c'est ça. OK, donc 16h59, donc une nouvelle fois.